Notre monde tient debout, non pas sur 3 piliers, sur 2 piliers. Il repose sur le champ électromagnétique et sur la gravité. Si l'on supprime le champ électromagnétique, les atomes disparaissent et la structure même de la matière s'effondre comme un château de sable. Si l'on supprime la gravité, les immenses structures bâties au-dessus des atomes, autrement dit l'univers lui-même, s'effondrent. Les étoiles ne naissent plus, les galaxies ne peuvent plus se maintenir et tout se disperse en poussière. Les quantas du champ électromagnétique, autrement dit les photons, ont été capturés et étudiés depuis longtemps et ils sont déjà exploités dans la technologie. En revanche, la gravité est restée longtemps au point mort. La gravité gouverne l'univers et pourtant personne n'a jamais vu son quantum, le graviton. Comment est-ce possible ? On a longtemps considéré qu'il était invisible et en principe impossible à étudier expérimentalement. Bonjour à tous. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer. Les physiciens envisagent sérieusement des dispositifs capables de vérifier les propriétés quantiques de la gravité, non seulement en théorie, mais directement en laboratoire. Bienvenue sur Perduchan. Entrons maintenant dans les détails. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'observer ? 10 exposant 42 raisons. Il est vrai que nous avons étudié en profondeur le champ électromagnétique pendant longtemps. Ce champ possède un quantum connu sous le nom de photon. Nous avons appris à le détecter, à le compter, à le contrôler et à bâtir des technologies entières sur cette base. Logiquement, puisque la gravité est elle aussi un champ, elle devrait avoir son propre quantum. On l'a appelé le graviton. S'il existe réellement, alors le photon perdra son statut d'unique particule de ce type. À l'heure actuelle, seul le photon se déplace à la vitesse de la lumière et ne possède pas de masse au repos. Le graviton devrait partager ces mêmes propriétés. Oui, une particule sans masse au repos, chargée de porter la gravité. C'est un peu l'histoire du cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Mais le problème, c'est que cette particule n'a toujours pas été découverte. Pourquoi donc ? Parce que la gravité est incroyablement faible. Entre 2 électrons, la force électromagnétique est 10 exposant 42 fois plus forte que la gravité. Essayez seulement d'imaginer ce nombre. C'est pourquoi, à l'échelle des particules élémentaires, la gravité est presque imperceptible et souvent négligée dans les calculs. Autrefois, la particule la plus difficile à détecter était le neutrino. Pour parvenir à l'observer, l'humanité a littéralement construit des installations gigantesques. Pourtant, comparé au graviton, le neutrino n'est qu'un débutant face à un professionnel aguerri. Car détecter un graviton reviendrait à distinguer votre éternuement au cœur d'une tempête de force 12. Ne serait-ce que pour capturer un seul de ces quantas, il faudrait un détecteur de taille planétaire. Et pas de la taille de la Terre, mais plutôt de celle de Jupiter. Et ce n'est pas tout, le phénomène à observer n'a rien d'ordinaire. Il faudrait la fusion de trous noirs. Et l'expérimentateur devrait probablement disposer d'une longévité comparable à celle de Duncan MacLeod, le héros immortel de la série télévisée Highlander. Autrement dit, ce problème relève presque de la cruauté. Nous savons pourtant quelles propriétés cette particule devrait posséder, sa vitesse, son spin, et même le fait que sa masse soit théoriquement nulle. Mais les chances de la capturer sont pratiquement nulles. Pourtant, cela a-t-il déjà suffi à arrêter l'ambition et la curiosité humaine ? Comment déjouer la faiblesse de la gravité ? Il y a quelques années, une idée encore plus raffinée a vu le jour. Plutôt que d'essayer de détecter un graviton comme un échange d'impulsions, autrement dit comme un minuscule choc mécanique, pourquoi ne pas laisser le graviton exciter l'état quantique d'un système macroscopique ? Imaginez un cylindre métallique en beryllium ou en niobium. On le refroidit jusqu'à une température proche du zéro absolu. On le refroidit jusqu'à ce que les vibrations thermiques disparaissent presque entièrement. Dans cet état, les vibrations collectives du métal commencent à adopter un comportement quantique. Elles ne sont plus continues, mais deviennent discrètes, se produisant par sauts. Et chacun de ces sauts correspond à un phonon, autrement dit, le quantum de vibration. L'idée est qu'un graviton de fréquence adéquate transmette exactement un quantum d'énergie au système.
Un phonon est alors excité. Et les capteurs quantiques modernes sont, en principe, capables de détecter ce type de saut. Autrement dit, au lieu de capturer directement le graviton, on chercherait à enregistrer la transition du système d'un état quantique à un autre. Mais un problème apparaît immédiatement. Les phonons ne sont pas excités uniquement par des gravitons. Le bruit thermique, les vibrations sismiques, le bruit électromagnétique, tout peut produire le même effet. L'énergie d'un seul phonon est infime. Éliminer complètement le bruit est, en principe, impossible. Pour reprendre une analogie aux échecs, ce n'est qu'un échec, pas encore un échec et mat. C'est ici qu'intervient le coup suivant. Depuis 2015, des détecteurs comme LIGO enregistrent les ondes gravitationnelles, autrement dit les ondulations de l'espace-temps produites par la fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Si les gravitons existent, alors les ondes gravitationnelles ne sont rien d'autre qu'un flux immense de gravitons en phase. Et ils devraient tous posséder la même fréquence. Il suffit donc d'ajuster la fréquence propre du cylindre pour qu'elle coïncide avec celle des ondes gravitationnelles attendues. Et si, au moment où LIGO détecte une onde gravitationnelle, un saut quantique se produit dans ce cylindre, cela constituerait une preuve solide d'une interaction avec des gravitons. Ce ne serait pas une preuve à 100%, ni un échec et mat, mais on s'en rapprocherait énormément. Une expérience aux abords du zéro absolu. D'un point de vue technique, cette expérience met elle aussi à l'épreuve les limites de la physique moderne. Mais elle adopte une approche d'un tout autre niveau que celle du passé. Il est vrai qu'il y a encore peu de temps, on pensait qu'il faudrait des dispositifs pesant des milliers de tonnes pour détecter un graviton. Pourtant, la mécanique quantique propose une méthode bien plus ingénieuse. Au lieu de miser sur la masse, elle exploite la résonance. Et cela paraît bien plus simple, n'est-ce pas? Voyons cela de plus près. Les ondes gravitationnelles issues de la fusion d'étoiles à neutrons ont une fréquence de l'ordre de quelques centaines de Hertz, et les physiciens proposent d'utiliser des résonateurs acoustiques. Il s'agit en quelque sorte de cloches résonantes, conçues avec une extrême précision, fabriquées en beryllium, en niobium, en aluminium, voire en saphir monocristallin. Leur masse varie de quelques kilogrammes à plusieurs centaines de kilogrammes. Ce sont déjà des dispositifs de taille expérimentale, pouvant être installés dans un cryostat. Et c'est ici que surgit la difficulté majeure. Pour détecter un saut quantique, autrement dit le passage du système d'un niveau d'énergie à un autre, il faut éliminer presque tout le bruit thermique. Cela signifie refroidir l'ensemble jusqu'à environ 0,001 Kelvin, soit 1 millikelvin. À titre de comparaison, la température du fond diffus cosmologique est de 2,7 Kelvin. Autrement dit, il faut créer un environnement des milliers de fois plus froid que l'espace intergalactique. Les cryostats commerciaux actuels peuvent descendre jusqu'à 0,01 Kelvin, mais cela reste encore 10 fois plus élevé que la température requise. Admettons malgré tout que, dans des conditions de laboratoire, cette température puisse être atteinte. Ce ne serait pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Le problème le plus difficile est que personne ne sait quand une onde gravitationnelle arrivera. Cela peut être demain, dans 1 an ou même dans 10 ans. Et pendant tout ce temps, il faudrait maintenir un dispositif de plusieurs centaines de kilogrammes à 0,001 Kelvin, dans un état quantiquement stable, sous surveillance constante. Et en plus de tout cela, la mesure elle-même ne doit pas perturber l'état quantique du système. La lumière au lieu d'un cylindre. Il existe une autre approche alternative. Il s'agit de ce que l'on appelle une barre de Weber optique. Cette idée classique est presque aussi ancienne que les momies égyptiennes exposées dans les musées de Londres. Un immense cylindre métallique est censé vibrer lorsque des ondes gravitationnelles traversent la Terre. Lorsque ces ondes étirent et contractent légèrement l'espace, le cylindre subit un choc infime. Imaginez maintenant que l'on remplace le métal par de la lumière. Le principe est le suivant. On utilise un interféromètre. Le concept ressemble à celui de LIGO, mais l'objectif est différent. LIGO détecte directement les variations de longueur de ses bras au moment du passage d'une onde gravitationnelle, ce qui se manifeste par un déplacement des franges d'interférence. La barre de Weber optique, en revanche, cherche à capter ces ondulations temporaires et à extraire une énergie réelle des ondes gravitationnelles, même si elle est extrêmement faible.
Cette énergie serait ensuite inscrite dans la lumière sous forme de traces mesurables. Cependant, même si un échange d'énergie entre le champ gravitationnel et le champ électromagnétique était observé, cela ne constituerait pas une preuve stricte de l'existence des gravitons. En effet, un champ gravitationnel classique peut lui aussi transporter de l'énergie. Mais que se passerait-il si l'on préparerait la lumière dans un état hautement non classique, avec des propriétés statistiques très particulières? Par exemple, une lumière comprimée, où l'incertitude sur l'amplitude est grande, tandis que celle sur la phase est réduite, ou l'inverse. Ou encore, une lumière dans un état de Fock, où le nombre de photons est parfaitement défini. Dans ce cas, des contraintes très strictes entrent en jeu. En vertu de la conservation de l'énergie, l'état quantique de la lumière se retrouve lié à celui du champ gravitationnel. Dans ces conditions, il devient réellement possible de tester la nature quantique de la gravité. Une onde classique ne peut pas s'intriquer quantiquement avec un détecteur, alors qu'un champ quantique le peut. C'est précisément la détection de ce type de corrélation quantique particulière qui constituerait la preuve décisive. On l'a capturé? Pas si vite. Imaginez maintenant qu'un jour, l'un des détecteurs dont nous venons de parler enregistre enfin le phénomène tant attendu. Un quantum de vibration est détecté, ou bien une barre de Weber mesure l'énergie qu'une onde gravitationnelle a transmise à la lumière. Des millions, voire des dizaines de millions de dollars investis dans l'expérience portent enfin leurs fruits. Le graviton a été capturé. Eh bien, pas si vite. Le problème, c'est qu'un champ gravitationnel classique peut produire exactement le même effet. Lui aussi peut fournir au système l'énergie nécessaire à la bonne fréquence et augmenter la probabilité d'un saut quantique. Certes, nous observons bien une transition entre niveaux quantiques. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'énergie est arrivée sous forme de gravitons individuels. Une détection unique constitue un indice très fort. Mais ce n'est pas un coup décisif contre la gravité classique. Malgré tout, cela suffit à faire passer le débat du domaine philosophique au domaine expérimental. Après tout, même pour le photon, il n'y a pas eu une seule expérience décisive. Les preuves se sont accumulées progressivement. En science, les victoires nettes en un seul coup sont rares. Le plus souvent, on l'emporte au point. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre. Et il est probable que cette attente soit longue, car les expériences dont nous avons parlé en sont encore au stade conceptuel. Il n'existe encore ni calendrier précis, ni estimation budgétaire. Malgré cela, il s'agit d'une avancée réellement majeure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.